parler, en partant de la proposition être mère. Et être mère, c'est un sujet inépuisable. C'est un sujet qui touche à la fois à l'unique, à la violence, au sacré. Sa violence est partout. Et le mythe la concernant a fait naître tant de passions que les hommes ont éprouvé le besoin de s'en protéger. Philippe Julien, nous avons une référence de temps en temps, propose même que l'autorité patriarcale se soit imposée pour que la femme mère trouve là des limites. Il est un fait qu'à travers la maternité, la femme impose sa propre puissance, son côté phallique, et que l'homme en a toujours été inquiet. Pourtant, cherchant un apaisement à cette inquiétude, il glorifie volontiers la mère au détriment de la femme. L'être du féminin a toujours reçu sa définition canonique dans la maternité. Ça, c'est encore Philippe Julien. Et saint Paul écrit « S'il est vrai que la femme a inspiré le péché originel, la maternité, en quelque sorte, la rachète. » On a fait du monde maternel, du coup, un monde rêvé, imaginé, chuchoté, reconduit de mythes en religion, sauvé de l'oubli et sans cesse reconstruit dans toutes sortes de récits, de vécus et d'œuvres d'art, dans lesquels c'est étrange, on a souvent du mal à différencier la tendre mère de la merveilleuse séductrice, d'ailleurs. Mais être mère, être femme, ces deux statuts ne sont pas si simples à faire coexister. Je vais tenter de vous parler du monde maternel, non pas dans la perspective de vous donner des recettes ou de vous apprendre ce qu'est une bonne mère. Vous savez qu'il est impossible d'être une mère parfaite, qu'il est inutile de chercher à l'être, parce que votre enfant, ce n'est pas de la perfection dont il a besoin, mais de vous. Il a besoin de la mère qu'il a. Tout humain porte sa mère en lui sa vie durant, inchangée dans l'inconscient, même si elle n'entretient que de lointains rapports avec sa mère réelle, écrit Freud dans Totem et Tabou. Être mère dans la vie d'une femme, c'est un fameux bouleversement. Comme il faut bien s'y limiter, je choisis de parler aujourd'hui de ces trois périodes de la vie d'une femme, courtes mais intenses, qui la fondent dans sa maternité. La grossesse, la vie fétale, la rencontre après la naissance et l'allaitement, et sachant qu'un enfant nourri au biberon a lui aussi une relation intense avec sa mère. Puis j'évoquerai la façon dont les relations mère-fille, les futures mères, s'installent et se prolongent depuis quelques années. La vie fétale est comme un temps suspendu, durant lequel on rêve l'enfant que l'on porte. C'est une époque de dépendance. Le corps de la femme est comme une enveloppe à l'intérieur de laquelle se produit un processus de différence et d'individualisation de l'enfant à venir. Bien sûr, les méthodes modernes accompagnant la gestation permettent d'avoir un regard un peu plus distancié sur ce futur bébé, mais cela ne change pas grand-chose à une préoccupation maternelle primaire qui va se développer graduellement pour atteindre un degré de sensibilité accru au fur et à mesure que l'on approche du terme. Et terme, ce mot est fort, mais il est impératif et il est juste, car ce temps a une fin. 9 mois, c'est court. Bien que certaines femmes se sentent tellement bien durant leur grossesse qu'elles ont du mal à y renoncer, et voire ne songeront qu'à renouveler l'expérience. Elles la vivent de façon fusionnelle, retrouvant sans doute là la mémoire archaïque de leur propre séjour dans le sein de leur mère, alors qu'elles deviennent à leur tour un maillon de transmission générationnelle. Et c'est pour une femme un bouleversement qui à la fois la relie et la détache de sa propre mère. Qu'elle ait été bien ou mal vécue, le destin d'une grossesse ira jusqu'à l'impératif besoin d'expulsion. Mais la trace de cette vie fétale ne disparaît jamais. Les mères qui ont perdu un enfant savent que ce temps très court, durant lequel elles l'ont porté, se prolonge alors dans une impression de creux, de trou ressenti dans leur ventre au plus profond d'elles-mêmes. Ensuite, je passerai à la première relation mère-nourrisson, ce temps alors là, pour le coup, extrêmement court. Cet enfant rêvé, attendu est enfin là, et c'est dans ces premiers moments que se crée la rencontre mère-enfant, sous le signe d'une satisfaction pratiquement hallucinatoire, d'une séduction mutuelle dont l'un et l'autre ont besoin. C'est le temps très court, mais psychiquement nécessaire, d'une relation de deux sujets se voyant enfin différents.
cet enfant qui change d'état, de milieu, va trouver là l'apaisement de ses propres tensions et les premiers fondements de son narcissisme. Parce que reconnu par la mère comme il est, et aimé comme il est, quel que soit l'aspect enfin révélé du physique de l'enfant, la façon qu'elle a eue d'aborder la vie, le plaisir que sa mère exprime de son arrivée va être pour lui fondamental. Ce nourrisson, sa mère a besoin de ne pas s'en séparer de suite. Elle l'a sur elle, contre elle. Ils sont comme encore confondus, dans la pudeur ou l'impudeur, qu'importe. L'enfant est sorti d'elle, mais il n'est pas encore perdu. Ce premier moment, vécu hors du temps, Dominique Guillaumard l'appelle l'émerveillement du maternel. Et ça me fait penser à un épisode je prends mes notes sinon je vais me tromper. Lors d'un week-end de formation qui était organisé par la DAS, je suis allée écouter des assistants sociaux qui étaient chargés d'aller accueillir des enfants de mères qui avaient accouché sous X. Et ils ont parlé très librement pendant ce week-end. Et l'une d'entre elles a raconté qu'il s'est passé des choses tellement fortes entre cette mère et ce bébé qui arrivait et cette mère qui allait donner son bébé, qu'elle avait décidé d'écrire une lettre à cet enfant qui resterait dans son dossier et dans laquelle elle lui raconterait comment sa mère l'avait regardée à l'arrivée. Et cette jeune femme était désespérée parce que quand elle avait parlé de ce qu'elle avait fait au cadre de son équipe, on l'avait vertement avoué en lui disant « Madame, quand on fait un métier comme celui-là, on ne s'implique jamais. » Je crois qu'il est presque impossible de dire ça à une jeune femme. D'ailleurs, le soir, on en avait parlé avec le directeur de la DAS, qui avait été beaucoup plus humain. En 1933, Freud faisait l'hypothèse d'un lien entre ce qu'il appelait la phase du lien à la mère. Il faisait l'hypothèse d'un lien entre ce qu'il appelait la phase du lien à la mère et l'hystérie. Et il écrivait « Tout ce qui touche au domaine de ce premier lien à la mère m'a paru si difficile à saisir analytiquement, si blanchi par les ans, c'est vrai quand il a écrit ça, il avait 77 ans, si vague, comme soumis à un refoulement inexorable. » Il entendait ces refoulements certainement en raison de l'intensité de la part archaïque de ce vécu, mais lui-même, qui avait toujours été extrêmement éloigné du féminin, reconnaissait à la fin de sa vie que c'était vraiment quelque chose d'unique. Ces moments nous vouent à cette mère unique, irremplaçable et insubstituable qu'Hannah Arendt appelait la folie maternelle. De peau, de voix, de visage. Je me souviens d'une petite fille de 5 mois environ qui avait été hospitalisée pour une méningite le jour de l'enterrement de son père. C'était assez compliqué. Et j'avais promis d'aller voir cet enfant tous les jours à l'hôpital jusqu'à ce que sa mère soit remise. Et lorsque la mère était venue, quelques 10 ou 15 jours après, je n'oublierai jamais l'intensité du regard qui s'est échangé entre cette mère et son enfant. Là, j'ai vu vraiment comment une mère et un enfant pouvaient entrer en profondeur l'un dans l'autre, se reconnaissant mutuellement, gravement, mais très profondément. Tant de plénitude de l'être dont l'absence peut faire de nous des sujets qui demandent dans le vide. Et si ces sujets demandent dans le vide, c'est le désordre de la demande hystérique qui se manifestera. L'hystérie étant pour moi une demande de toute puissance inassouvie dans la mesure où elle n'est pas entendue. Ces moments magiques au cours desquels se forme l'intensité du lien sont certainement et nécessairement éphémères. La mère va apprendre à ne pas se laisser submerger par la forte sensibilité latente à son nourrisson, parce que le besoin d'omnipotence du bébé ne lui permet pas d'envisager de lui-même une séparation. C'est la mère, c'est le désir charnel et fusionnel de la mère qui doit laisser place à quelque chose de moins violent, parce que pour pouvoir regarder son enfant, il faut le mettre en face de soi. Il ne faut pas le garder en soi. La troisième période dont je vais vous parler, c'est l'allaitement, qui peut être considéré comme le troisième rite de passage dans une relation d'une femme avec son bébé. Ces instants magiques prolongent le concept moi-peau, proposé par Monsieux et suivi en cela par Dolto.
Et le bébé prolonge le besoin et l'ambition de faire vivre sa mère en même temps qu'il sait que sa mère le fait vivre. En le nourrissant, on conforte son espace intérieur. Il a l'impression d'être aimé inconditionnellement. Mais l'allaitement, lui aussi, n'est qu'une phase éphémère dans l'histoire de Jésus. Il a toujours été impliqué dans un réseau de traditions, de significations fusionnelles, mais aussi de contraintes. Tous les allaitements ne sont pas sereins. Et il ne faut pas oublier que le tabou de la relation sexuelle pendant l'allaitement résout dans les faits le conflit inconscient concernant le partage du sein. Sein érotique ou sein maternant. Il y a un point latin traitant de pédiatrie dans lequel on a trouvé qu'il était écrit « L'homme ne confondra pas la femme désirée et la mère interdite ». Nous retrouvons ces préceptes dans les conseils donnés par Madame Montier, mais je parlerai de cet aspect des choses en évoquant Elisabeth Badinter.